quand je suis entré dans la salle de bain ce matin-là, un éclat brillant sur le tapis a attiré mon regard, un petit reflet de soleil filtrant à travers les stores et rebondissant sur un objet minuscule. Intrigué, j'ai baissé les yeux, prudent pour ne pas marcher sur quelque chose de coupant puisque j'étais pieds nus. Julie n'avait rien mentionné à propos d'un objet tombé ici, mais bon, on ne sait jamais avec des enfants qui courent partout. C'était un petit cercle en aluminium, qui se fondait presque parfaitement avec la couleur du tapis jusqu'à ce que la lumière le frappe juste comme il faut. Je me suis penché pour le ramasser et j'ai compris que c'était le fond d'une plaquette de comprimés ou le genre qui reste quand on pousse la pilule. Je l'ai retourné et j'ai vu une inscription, Emma. J'ai supposé que ça voulait dire mardi, et comme on était mercredi, ça devait venir de la pilule d'hier. C'est là que le premier drapeau rouge s'est levé. Je ne prends aucun médicament en 35 ans et en pleine forme. Pareil pour Julie. On venait de passer nos bilans annuels avec mention très bien. Alors, qu'est-ce que ce fond de plaquettes faisait dans notre salle de bain? J'ai passé en revue la liste des médicaments quotidiens courants, mais une idée s'est imposée comme une évidence, les pilules contraceptives. Mais ça n'avait aucun sens. J'avais subi une vasectomie 2 ans plus tôt après notre deuxième enfant. Julie n'avait plus besoin de pilules. Et elle n'avait jamais eu de problème de cycle ou pas de crampes, pas de règles abondantes où elle avait de la chance. Alors pourquoi les prenait-elle? L'espace d'un instant, mon esprit a dérivé vers des endroits plus sombres. Était-elle malade sans m'en avoir parlé? Mais non, ça ne collait pas. On avait tous les deux un bilan impeccable. Donc si elle prenait la pilule, il n'y avait qu'une seule raison possible. Elle couchait avec quelqu'un d'autre. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Julie et moi étions ensemble depuis 9 ans. On s'était rencontrés dans un bar alors que je sortais tout juste de l'école d'ingénieur, en train de préparer mon diplôme, et qu'elle travaillait comme assistante. Notre connexion n'avait pas été immédiate, mais après quelques rendez-vous, ça avait cliqué. Elle est presque aussi grande que moi, 1m75 avec une silhouette athlétique héritée de ses années de volley. Petit haut, mais son postérieur. Mon Dieu, c'était quelque chose. On a daté 1 an, on s'est mariés quand j'avais 26 ans, et maintenant on a 2 enfants, de 5 et 2 ans. La vie semblait parfaite, du moins, je le croyais. Après chaque congé maternité, Julie reprenait immédiatement le travail, grimpant les échelons dans son bureau, même si les frais de crèche étaient exorbitants. De mon côté, j'avais cofondé une société d'ingénierie avec 2 copains. On ne roulait pas sur l'or, mais on était à l'aise. Je pensais qu'on était heureux. Mais là, avec ce petit disque en alu dans la main, tout ça sonnait faux. Je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé et j'ai essayé de me calmer. La confronter maintenant ne mènerait à rien. Il me fallait un plan. Des preuves. Si j'allais accuser ma femme d'infidélité, autant avoir des éléments solides. Je suis allé au travail comme d'habitude, mais mon esprit n'y était pas. Je repassais tout en boucle, essayant de deviner qui, quand, depuis combien de temps. Quelqu'un de son bureau? Son patron? Et la pire pensée de toutes s'insinuait, les enfants étaient-ils vraiment de moi? Malgré le tourbillon d'émotions, trahison, colère, chagrin, je me suis forcé à me concentrer. Il me fallait des faits. Alors j'ai fait ce que tout mec rationnel avec un soupçon qui le ronge ferait, je me suis tourné vers Internet. J'ai commandé des kits de test ADN pour vérifier si les enfants étaient bien les miens. J'ai aussi pris du matériel de surveillance, de minuscules enregistreurs vocaux pour sa voiture et son sac, de petites caméras à cacher dans la maison. Je doutais qu'elle ramène quelqu'un ici, mais il fallait être sûr. Il fallait aussi que je pirate son téléphone. J'ai trouvé un appareil de clonage qui copiait tout au texto, mais, historique d'appel, mais il me fallait un deuxième portable, et ça prendrait quelques jours à arriver. En attendant, je l'ai observé comme un faucon. Mais le plus drôle, Julie se comportait tout à fait normalement. Aucun comportement bizarre, aucun changement soudain. Notre vie sexuelle était la même 1 ou 2 fois par semaine, généralement le week-end. Pas de texto secret, pas de douche inexpliquée après le boulot. Soit elle ne trompait pas, soit elle était sacrément douée pour le cacher. Les colis sont arrivés vendredi matin à mon bureau, je ne voulais pas qu'ils arrivent à la maison au cas où elle se méfierait. J'avais les kits ADN, les enregistreurs, les caméras, un nouveau téléphone et l'appareil de clonage. C'était parti. J'ai quitté le travail plus tôt ce jour-là. À mon retour, la jeune fille au père donnait le dîner aux enfants, ce qui m'offrait la fenêtre parfaite pour installer les caméras. J'en ai caché une dans la salle de bain,
une autre dans le salon, et une dans la chambre avec une vue claire sur notre lit. Après avoir bordé les enfants ce soir-là, j'ai prélevé des échantillons ADN sur eux deux et sur moi, puis je les ai envoyés pour analyse. Julie est rentrée pile à l'heure. On a dîné, échangé les banalités habituelles de sa journée au bureau, la mienne au travail, le train-train. Après le dîner, elle est allée prendre une douche, et c'est là que j'ai agi. J'ai glissé les enregistreurs dans sa voiture et son sac, et j'ai cloné son téléphone. J'ai parcouru la copie, à la recherche de quoi que ce soit de suspect au texto, mais, appel. Rien. Soit elle effaçait ses traces, soit, peut-être, je me trompais. Le week-end s'est écoulé sans surprise. On a même fait l'amour le matin comme d'habitude avant que les enfants se réveillent. Mais les jours manquants sur la plaquette me disaient le contraire où elle les prenait. Lundi, je lui ai dit que je travaillerais de la maison. Dès qu'elle est partie au bureau, j'ai récupéré les cartes mémoire des caméras et j'ai commencé à visionner les enregistrements. La caméra de la salle de bain a confirmé où elle prenait les pilules. Mais les images de la chambre? C'est là que tout a basculé. Samedi soir, pendant que j'étais en bas à préparer le dîner, elle était dans notre chambre, en train de se doucher. Mais avant d'entrer sous l'eau, elle a sorti un deuxième téléphone que je n'avais jamais vu au cachet dans un endroit qui n'était pas son sac. Et elle textotait quelqu'un. L'indice suivant est venu d'un endroit inattendu la gaine de ventilation. Je l'avais déjà vérifié, mais le téléphone n'y était pas, ce qui signifiait que Julie l'emportait avec elle à chaque sortie. Il me fallait ce téléphone, c'était la première preuve concrète. Le lendemain matin, j'ai revérifié les images. Effectivement, je l'ai vu sortir le téléphone de la gaine et le glisser dans son sac avant de partir au travail. Le soir, après son retour et sa douche, j'ai remarqué que son sac n'avait plus de téléphone. Supposant qu'elle l'avait recaché, je l'ai discrètement récupéré dans la chambre de Sophie, je l'ai cloné, et je l'ai remis en place. Mais au moment où je terminais, Julie est sortie de la douche et m'a surpris près du lit de Sophie, en train de lui caresser doucement les cheveux. « Il s'est passé quelque chose ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. Parfois je viens juste les regarder, ai-je murmuré. Ça me rappelle la chance que j'ai. Elle a souri, taquine, tu es un grand sentimental, vieux. Laisse-la dormir avant de la réveiller. Le lendemain, j'ai enfin ouvert le téléphone cloné. C'est là que mon monde s'est effondré. Les textos étaient explicites, intimes, sans aucun doute. Ce n'était pas une passade, c'était une liaison complète. Des rendez-vous secrets, des descriptions détaillées de leurs moments ensemble, des choses que je ne connaissais même pas chez Julie. J'avais l'impression de ne plus exister dans son univers. J'étais assis dans mon fauteuil de bureau, fixant l'écran tandis que les larmes brouillaient ma vue. Je n'ai pas entendu le buzzer de l'interphone avant qu'il s'arrête. Un léger coup à la porte, et ma secrétaire, Léa, est entrée. Léa était toujours professionnelle, mince, rousse, avec des yeux vert perçants. On était toujours resté strictement pro, mais elle n'était pas qu'une secrétaire. Elle m'avait un jour confié qu'un ex la harcelait. Quand il nous avait posé un ultimatum la virer ou il partait, j'avais choisi elle. Cette décision m'avait laissé 60% de la société. Elle s'est approchée, me tendant des mouchoirs. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé doucement, en verrouillant la porte. Je lui ai tendu le téléphone cloné. Tandis qu'elle faisait défiler les textos, son visage est resté neutre, bien que j'ai vu une lueur de compassion dans ses yeux. « Tu sais qui c'est ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Pas encore. Comment tu es sûr? Je lui ai tout raconté, le fond de plaquette dans la salle de bain, les pilules cachées, le téléphone dans la gaine. Tout a jailli. Léa n'a pas interrompu. Elle est restée là, tenant ma main pour la première fois, franchissant cette ligne. Il te faut plus d'infos, a-t-elle fini par dire. Les tests ADN pour les enfants reviennent mercredi. Tu peux attendre jusque-là. Je ne sais pas. Elle a hoché la tête. L'équipe de Lyon demande ta présence. Je réserve un vol. Tu seras de retour jeudi. Je ne peux pas me concentrer sur le boulot là. Pas besoin. Elle a pris mon téléphone et a envoyé un message à Julie, disant que je devais partir pour un déplacement imprévu. Julie a répondu vite, je comprends. Je t'aime. Léa m'a rendu mon téléphone, puis a passé un autre appel. Laurence? C'est Léa. Oui, merci. On peut passer cet après-midi? Elle a raccroché et m'a regardé.
Allons-y. Où va-t-on, ai-je demandé, encore dans le brouillard. Tu as rendez-vous, a-t-elle répondu, attrapant ma veste et me poussant vers la sortie. Laurence était la meilleure amie de Léa et avocate en divorce, la même qui avait géré le divorce chaotique de Léa après avoir surpris son mari avec une employée. Léa lui a expliqué ma situation pendant que j'étais là, encore incrédule que ce soit ma vie désormais. Laurence n'a pas perdu de temps. Elle a exposé mes options comme si on discutait d'un contrat. Option 1, ne rien faire. Faire l'autruche, garder la paix. Hors de question. Option 2, divorce à l'amiable. Partage des biens, pension alimentaire, passer à autre chose. Ça ne me convenait pas non plus. Option 3, tout faire sauter. Poursuivre pour adultère, contester la paternité, la ruiner. Je n'ai pas hésité. Tout faire sauter. Léa a souri, et même Laurence a esquissé un petit rictus. D'accord, a-t-elle dit en ouvrant un dossier. Il nous faut plus de preuves qui, quand, où. Et je garde ce téléphone. Elle a pris l'appareil cloné. Ça ne te sert à rien pour l'instant. J'ai hoché la tête, me sentant juste passager. Après le bureau de Laurence, Léa ne m'a pas ramené à la maison. Elle a réservé une chambre dans un petit hôtel. Va te doucher et commande à manger, m'a-t-elle ordonné. Je t'apporte des affaires plus tard. J'ai agi en pilote automatique. Tout mon monde venait de s'écrouler, et j'étais là, dans une chambre d'hôtel, à commander un room service comme un jour ordinaire. 9 ans de mariage partis en un instant. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas seulement la tromperie, c'était d'avoir été si aveugle. Comment je n'avais rien vu? Son patron? Celui vers qui elle retournait après chaque congé maternité? Elle disait valoriser son boulot et son indépendance, mais maintenant je me demandais si ce n'était pas une excuse pour rester près de lui. J'ai fixé le minibar, la tentation forte. Mais au moment où j'allais craquer, Léa est revenue. Même pas en rêve, m'a-t-elle averti. Il te faut la tête claire pour la suite. Noyer ton chagrin n'aidera pas. Et elle avait raison. C'est quoi le plan, ai-je craché amèrement. J'en avais un. Une femme aimante, 2 beaux enfants, une vie stable. Maintenant? Je suis un idiot trahi qui ne sait même pas si ses gosses sont de lui. Ma vie est en ruine, et tu veux que je planifie? Léa n'a pas bronché. Elle a jeté un œil à sa montre, puis m'a fixé droit dans les yeux. Ok, a-t-elle dit, passant en mode affaire. Fini la fête de la pitié. Tu te rappelles quand on a lancé la boîte? Tout partait en vrille, mais on n'a pas lâché. Ce n'est pas pareil, Léa, ai-je rétorqué. Ah bon? Elle s'est penchée. Tu te souviens quand le bureau des brevets a perdu notre dossier? On a quand même écrasé Durand. Ou quand la banque a voulu saisir prématurément? On s'est battu. Alors, qu'est-ce qui change? Tout, ai-je répliqué. À l'époque, j'avais quelque chose à défendre. Une famille qui avait besoin de moi. Elle n'a pas scié. Et tu l'as toujours. Mais maintenant c'est plus grand. 141 employés, leur famille, ton héritage. Aucun associé ne peut diriger cette boîte comme toi. Si Julie prend la moitié, elle la vendra au plus offrant, et Durand démolira tout. C'est ça que tu veux? Ces mots m'ont percuté. Elle avait raison. Si je capitulais, Julie ne détruirait pas seulement notre famille, mais elle raserait ma carrière. Je perdrais tout ce que j'avais bâti. Je me suis adossé, expirant longuement. D'accord, ai-je dit calmement. Au boulot. Léa m'a gratifié d'un petit hochement de tête. Voilà le David que je connais. On a passé la soirée à esquisser un plan. D'abord, j'ai pensé vendre mes parts aux associés, mais Léa a coupé court. Ils videront la boîte dès qu'ils auront le contrôle, a-t-elle averti. À la place, on a monté un trust offshore. Je vendrai la société au trust à sa valeur marché, resterai PDG avec un salaire symbolique, et mettrai tout à l'abri des tribunaux français. Sur le papier, je serai riche. En réalité, intouchable. Ensuite, mes finances perso. Je liquiderai mon père, puiserai dans le capital de la maison. La maison était à mon nom, achetée avant que Julie ne travaille, donc c'était une victoire. J'ai tout listé, et à minuit, on avait un plan solide. Avant de partir, j'ai répondu brièvement au message de Julie sur mon déplacement. Je rentre jeudi.
pas de « je t'aime ». Je ne pouvais même pas le feindre. Le lendemain matin, Léa m'a récupéré tôt. Après une douche rapide, on a pris un petit-déj dans un bistrot du coin. C'était étrange, presque normal de planifier mon évasion devant des croissants. Bruno a une ouverture à 10 heures, a dit Léa entre deux gorgées de café. Mais d'abord, la banque. Les tribunaux ne pourront pas tracer mes actifs? Ai-je demandé. Léa a souri comme un chat devant une souris. Pas si tu n'en as plus. C'est là que Monaco entre en jeu. Je l'ai fixé. Monaco? Ouais. Une fois tout l'argent réuni, tu passes une semaine là-bas et tu le flambes. Au moment du divorce, tu passeras pour fauché et endetté. La maison? Saisie. Ton revenu? À peine de quoi vivre. Sauf si les gosses ne sont pas de toi. Dans ce cas, on planque ton père dans un trust pour leurs études. Julie n'y touchera pas. Elle pourrait même te payer une pension. Je ne savais pas si elle plaisantait ou pas. Dans les deux cas, ça avait un sens tordu. Quand as-tu les résultats ADN? A-t-elle demandé. J'ai hésité, sortant mon téléphone. Le labo disait que les résultats seraient en ligne aujourd'hui. J'ai ouvert le mail, vu le lien, mais je n'ai pas pu cliquer. Ma main s'est figée. Tu veux que je le fasse? A demandé Léa doucement. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a fait défiler, son visage illisible. J'ai cherché un signe espoir, crainte, mais elle a fini par lever les yeux et dire « Pas encore ». Dans les 12 heures. Un mélange de soulagement et d'angoisse m'a envahi. Je ne savais plus ce que je préférais savoir ou pas. Allons-y, a-t-elle dit en se levant. La banque ouvre. Tirer sur le capital maison et vider mon père a été mécanique, comme cocher une liste de courses. J'ai fermé tous nos comptes joints, même les livrets des enfants, transférant tout sur un compte à mon seul nom. J'ai laissé le compte courant joint intact à moins de 10 000 €, pas la peine de s'embêter. Plus tard, chez Bruno, l'avocat de la société, il m'a balancé un truc inattendu. Tu as oublié un détail, a-t-il dit en feuilletant mes dossiers. Quoi? Tu as un contrat de mariage. Ma mâchoire s'est crispée. Depuis quand? C'était dans l'accord d'association au lancement. Tous les associés devaient signer un contrat pour protéger la boîte en cas de divorce. J'ai cligné des yeux. Ça couvre quoi? Juste les actifs de la société, a-t-il dit. Tes biens perso? Toujours vulnérable. Mais en tant que salarié, elle ne peut toucher que ton salaire et ton père. Je me suis penché. Qu'est-ce que tu proposes? Bruno a souri. Réinvestis le capital maison dans la société. Rachète les parts de l'un de tes associés. Robert cherche à sortir de toute façon. Si ce n'est pas assez, emprunte au fonds de pension de la boîte. Rembourse avec ton salaire réduit. Tout est lié à la société et reste protégé. Et mon crédit? Il va plonger, a-t-il dit franchement. La saisie va te flinguer, et tu perdras la moitié de ce qui reste sur les comptes. Mais Julie? Elle aura des miettes. Pour la première fois en jours, j'ai senti un peu de contrôle revenir. Je ne pouvais peut-être pas sauver mon mariage, mais je serais damné si Julie prenait tout. En quittant le bureau de Bruno, le poids sur ma poitrine s'était allégé. Je n'étais plus juste un mari aveugle et trahi. J'avais un plan. Et maintenant, c'était à mon tour de jouer. Si tout mon salaire va au remboursement, comment je vis, ai-je demandé amèrement. J'ai encore des factures, des dépenses et mes enfants, peut-être. On laisse les gosses de côté pour l'instant, a conseillé Bruno. Tu as décidé ce que tu feras s'ils ne sont pas de toi. J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. C'est trop. Il me faut les faits d'abord. N'oublie pas, a rappelé Bruno, le procès contre la boîte de Julie couvrira probablement l'emprunt et restaurera ton salaire. Et si les gosses ne sont pas de toi, tu pourras poursuivre leur père pour pension après le divorce. J'ai hoché la tête, sentant le poids de tout ça. Tu peux contacter Robert pour ses parts? Je ne peux pas gérer ça maintenant. Bruno a accepté. Je te tiens au courant. On s'est serré la main et on est parti. Un instant, j'ai cru que les choses s'alignaient enfin, mais la réalité m'a rattrapé, la trahison, les mensonges. Tout est revenu en force. Léa et moi avons déjeuné dans un bistrot. J'ai à peine touché mon assiette, l'esprit en ébullition.
J'ai fini par sortir mon téléphone, ouvrir le mail avec les résultats ADN, et le faire glisser vers Léa. Je ne pouvais pas le lire. Elle a parcouru l'écran, puis levé les yeux. Je suis désolé, David. J'ai repris le téléphone, le cœur battant. Aucun des deux enfants n'était biologiquement de moi. Mais ils avaient le même père. La douleur de perdre les deux gosses a été écrasée par une rage pure. Julie n'avait pas seulement trompé ou elle avait menti pendant des années, m'avait convaincu de faire une vasectomie, et m'avait volé un avenir que je croyais mien. David, a dit Léa sèchement, me tirant de mes pensées. Respire. On va s'en sortir. Mais je ne pensais qu'à la vengeance. Je voulais détruire l'homme qui avait engendré les enfants que j'avais élevés. Je voulais que Julie ressente chaque once de cette trahison. Léa s'est levée. Viens. Laurence veut nous voir. On a filé direct à son bureau. Elle avait l'air sérieuse quand on est entré. J'ai un rapport du détective privé, a-t-elle dit. Julie a eu un visiteur hier soir. Un homme a dormi chez vous. J'ai eu la nausée. J'ai des caméras à la maison. Je change les cartes mémoire. Bien, a hoché Laurence. Fais-le maintenant. Ces images peuvent être cruciales. La jeune fille au père a emmené Sophie et Lucas au centre aéré, ai-je dit. Mais Julie pense que je suis en déplacement. Je surveille, a assuré Laurence. On a roulé jusqu'à la maison. Je me suis glissé dedans, changé les cartes, balayé du regard. Rien d'anormal, mais la maison me semblait étrangère, plus à moi. On a filé chez Laurence pour visionner. Je n'ai pas pu regarder les images de la chambre. Mais ce que j'ai vu dans le salon suffisait. Son patron, Marc Dupont, est entré avec sa propre clé. Et quand Lucas a couru vers lui, il l'a appelé Papa Marc. C'était fini. Je me suis effondré. J'avais tenu bon trop longtemps, et tout s'est écroulé. Pour la première fois, Léa m'a enlacé, et je me suis laissé aller dans ses bras. Au bout d'un moment, je me suis repris. Le chagrin a cédé la place à une colère plus tranchante. Prochaine étape ? Ai-je demandé en essuyant mon visage. Laurence n'a pas perdu une seconde. La boîte de Julie a une politique anti-fraternisation. On peut les poursuivre pour violation, surtout que Marc est cadre supérieur. Je lui ai parlé des conseils de Bruno. Elle a appelé immédiatement, et en minutes, il a envoyé le contrat de mariage par mail. Les yeux de Laurence se sont allumés. Ça change tout. Si Robert vend ses parts, on investit tout dans la société et on la met à l'abri de Julie. On poursuit sa boîte, on poursuit Marc pour préjudice moral, on poursuit Julie pour fraude sur les actes de naissance et on les attaque tous les deux pour frais liés aux enfants. Tout dépend de Robert, ai-je dit. Léa m'a ramené à l'hôtel, mais dès que je suis entré dans ma chambre, on a frappé. C'était Léa. Allons-y, a-t-elle dit fermement. Pourquoi, ai-je demandé, épuisé. Parce que tu vas rester là à te noyer ou pire, vider le minibar, a-t-elle répondu. Je ne te laisserai pas faire. J'ai soupiré mais je l'ai suivi jusqu'à sa voiture. On va où? Chez moi, a-t-elle dit simplement. Tu prends la chambre d'amis. J'ai commencé à protester, mais son regard m'a coupé. Je n'étais jamais allé chez elle. C'était plus grand que prévu, mais chaleureux d'une façon que la mienne n'avait plus depuis des années. Elle m'a montré une chambre avec sa propre salle de bain. Douche. Dîner dans 30 minutes, a-t-elle ordonné. On a mangé en silence. La nourriture était bonne, mais je ne goûtais rien. Mon esprit tournait avec tout ce que j'avais appris, tout ce qu'il fallait faire. J'étais en pilote automatique, fonctionnant à la rage et à l'épuisement. Après le dîner, mon téléphone a sonné. J'ai sursauté, mais ce n'était pas Julie. Allô? David? C'était Robert. Ouais. Pourquoi? Julie me trompe, ai-je dit platement. Depuis combien de temps, a-t-il demandé doucement. Tout ce temps. Silence. Et les gosses? Aucun des deux n'est de moi. Long silence. Tu veux lier tes actifs à la société et t'appuyer sur le contrat de mariage? Exactement. Robert n'a pas hésité. Je garde 5%. Tu peux rester ingénieur conseil, a proposé Robert. Je gère les RH. Le reste est à toi. J'ai hoché la tête. Ok.
Je demande à Bruno de préparer les papiers, a-t-il dit, puis il a marqué une pause. David, je suis vraiment désolé. Je sais que ça semble impossible maintenant, mais ça ira mieux. J'y suis passé. J'avais presque oublié le divorce chaotique de Robert 4 ans plus tôt. Il en parlait peu, mais je savais que ça n'avait pas été joli. Apparemment, son contrat de mariage nous servait à tous les deux. Le lendemain matin, Léa m'a réveillé avec un café. Debout, a-t-elle ordonné, sans laisser place à la discussion. On a du pain sur la planche. Premier arrêt, bureau de Bruno. Les papiers du rachat étaient prêts. En moins de 30 minutes, j'avais tout liquidé au capital maison, épargne, père. J'ai même emprunté au fonds de pension de la boîte pour compléter. Sur le papier, je devais près d'1 million d'euros, et mon salaire était coupé de moitié. Ensuite, bureau de Laurence. Elle a parcouru les documents, hochant la tête avec satisfaction. Parfait, a-t-elle dit. Je prépare les assignations aujourd'hui. On la notifie lundi. Où, a demandé Léa. En public, ai-je marmonné. Si je pouvais l'afficher sur la tour Eiffel, je le ferais. Laurence a ri. À son bureau alors. Lundi à 10 h, si le tribunal valide à temps. Je dépose aujourd'hui et j'ai confirmation demain. J'ai hoché la tête. L'idée que Julie soit notifiée au travail m'apportait une petite satisfaction. Mais fugace. Et après, a demandé Léa, reprenant son mode direct. 2 arrêts avant de retourner au bureau, ai-je répondu. Faut que je joue le mec qui vient d'éteindre un incendie à Lyon. Tu tiendras jusqu'à lundi à la maison. Faudra bien. Pas assez, a-t-elle dit. De quoi as-tu besoin pour passer le week-end? Je n'ai pas répondu, ne sachant pas. Léa a juste souri comme si elle avait un secret. Ok, allons-y. J'étais perdu quand on s'est garé devant le centre médical, le même où j'avais fait ma vasectomie. Pourquoi ici, ai-je demandé, plissant les yeux. Tu disais avoir besoin de bonnes nouvelles, a-t-elle taquiné. Viens. Dedans, Léa m'a fait passer en priorité chez le docteur Bertrand, le même qui avait réalisé l'intervention. Je l'ai regardé quand on nous a appelés. Viens avec moi, ai-je dit, et elle a hoché la tête. Le docteur Bertrand n'a pas commenté la présence de Léa. David, a-t-il commencé, vous demandez des infos sur une réversale de vasectomie. Mes sourcils se sont haussés. C'est possible? Léa m'a lancé un petit sourire complice, mais je gardais les yeux sur le médecin. Oui, a dit le docteur Bertrand. Les réversales sont très réussies, environ 95%, même après quelques années. C'est une chirurgie plus longue sous anesthésie générale, mais il y a de fortes chances que vous puissiez redevenir père. Pour la première fois en jours, j'ai ressenti autre chose que la rage ou le chagrin. J'ai ressenti de l'espoir. Je sais que c'est beaucoup à digérer, a ajouté le docteur Bertrand en me tendant les infos sur la procédure et les coûts. Pas remboursé par la Sécu, mais si vous décidez, on peut programmer les tests. Merci, a dit Léa en prenant les papiers. On vous recontactait. Dehors, elle m'a regardé. Bonne nouvelle assez pour toi. Sans réfléchir, je l'ai serré dans mes bras. Merci, ai-je murmuré, puis reculé vite. Désolé. Pas grave, David, a-t-elle dit doucement. Un arrêt de plus, a-t-elle dit en remontant en voiture. Ensuite tu files au bureau. Je n'ai même pas demandé où. Je l'ai laissé conduire. Mais quand on s'est garé dans la résidence sécurisée de Marc Dupont, le patron de Julie, le père de mes enfants, je me suis raidi. Stéphanie, la femme de Marc, a ouvert sans hésiter, nous faisant signe d'entrer comme si elle nous attendait. Par ici, a-t-elle dit, nous guidant dans ce qui semblait être le bureau de Marc. Elle nous a indiqué de nous asseoir et est allée droit au but. Comment puis-je vous aider? J'ai lutté pour trouver les mots. Vous saviez? Stéphanie a soupiré. Non. Je soupçonnais, mais jamais de preuves. Je n'avais rien de concret à apporter à un avocat. Si j'avais eu, je l'aurais ruiné. Bienvenue au club, a marmonné Léa. Stéphanie a haussé un sourcil. Donc, vous avez des preuves? J'ai hoché la tête. Preuve qu'aucun de mes gosses n'est de moi. Les mots m'ont presque étouffé, mais l'expression de Stéphanie s'est adoucie. Elle a raconté comment elle soupçonnait Marc et Julie depuis des années sans jamais les coincer.
Maintenant elle regrettait de ne pas avoir insisté. Que allez-vous faire, a-t-elle demandé. J'ai hésité. Pouvais-je lui faire confiance? Alerterait-elle Marc? Puis j'ai réalisé que je voulais que Marc soit pris au dépourvu, comme moi. La vraie question, ai-je dit prudemment, c'est ce que vous allez faire. Stéphanie n'a pas scié. J'en ai fini de le couvrir. Vous avez une bonne avocate en divorce? Léa a tendu la carte de Laurence sans hésiter. Merci, a dit Stéphanie en la glissant dans sa poche. Une semaine, ça ira? Ça devrait, ai-je répondu. Stéphanie s'est levée, signant la fin. Mais avant qu'on parte, elle m'a brièvement enlacé et embrassé sur la joue. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Vous méritez mieux que ce qu'elle vous a fait. De retour au bureau, j'ai passé le reste de la journée à rattraper le déplacement de Lyon. Quand le soir est tombé, je suis rentré, me préparant au silence, au poids de tout ça. À peine installé, on a frappé à la porte. C'était Léa. Je pars, a-t-elle dit, la voix redevenue pro. Et comme ça, le bref réconfort que j'avais ressenti s'est évaporé. La distance entre nous a repris sa place, et j'ai réalisé à quel point je commençais à compter sur elle dans tout ça. Maintenant, je ne savais plus où j'en étais avec rien. Je n'étais pas sûr si le lien que je ressentais avec Léa était réel ou dans ma tête, mais je l'ai remerciée avant de rentrer, reconnaissant pour tout ce qu'elle avait fait. Je suis resté tard au bureau, rattrapant le travail négligé. Vers 20h, Julie a textoté, demandant quand je rentrais. Je lui ai dit encore 1 heure ou 2, prétextant des affaires post-déplacement. Elle a répondu qu'elle serait probablement endormie, ajoutant le classique « je t'aime » avec des bisous. Je n'ai pas pu répondre. J'ai bossé jusqu'à presque 23h, espérant qu'elle dormirait à mon arrivée. Moins d'interactions, mieux c'était. La maison était plongée dans le noir. Tout semblait normal, comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. J'ai vérifié Sophie et Lucas, endormis paisiblement. Leur vue m'a brisé. Je me suis enfermé dans la salle de bain pour pleurer des larmes pour des enfants qui n'étaient pas de moi, mais que j'aimais plus que tout. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Je n'avais aucune obligation légale, mais émotionnellement? C'était autre chose. Ils étaient ma fierté. Maintenant, ils étaient des rappels constants de la trahison de Julie. J'ai décidé d'attendre. Je ne savais pas encore comment ça se déroulerait. J'ai à peine sommeil. Au réveil, Julie était partie. La jeune fille au père s'occupait des enfants. Mon esprit aspirait. Savait-elle? Était-elle complice des mensonges de Julie? Mes pensées se sont assombries. Lundi, je m'assurais qu'elle paie ou elle ne travaillerait plus jamais comme au père. Puis je me suis arrêté. Qu'est-ce que je faisais? La blâmer était inutile. Elle avait peut-être risqué son boulot en me parlant. Elle aimait clairement les gosses où elle était avec nous depuis avant la naissance de Sophie. Peut-être que ma colère était mal placée. Au bureau, Léa était déjà là, comme si la semaine passée n'avait jamais existé. Elle m'a tendu un café aux choses qu'elle n'avait jamais faites. Tu as dégagé mon agenda, ai-je demandé. Pour le marketing, a-t-elle dit avec un sourire. Marketing? Depuis quand je gère ça? Il nous faut une stratégie, a-t-elle expliqué. Dernière partie du plan de Laurence. Quel plan? On passe public. Je me suis figé. Public? Tout le monde. Ses amis, famille, collègues, groupe paroissial. Ils doivent savoir qui est vraiment Julie. J'ai secoué la tête. Je vais passer pour un minable. Le mec qui a élevé les gosses d'un autre? On va se moquer de moi. Mieux que de la laisser raconter l'histoire, a rétorqué Léa. Elle dira que tu étais violent ou négligent. Il faut contrôler le récit avant qu'elle te fasse passer pour le méchant. Je ne pouvais pas contredire. En fin de matinée, Léa avait compilé un dossier média. Tout y était, rapport du détective, résultat ADN confirmant que je n'étais pas le père, et les vidéos y compris Lucas courant vers Marc Dupont en l'appelant Papa Marc. D'autres clips aussi, de parties de la maison que je n'avais pas osé regarder et que je ne comptais pas voir. Puis un mail de Laurence. Stéphanie, la femme de Marc, avait fourni l'ADN de Marc. Laurence l'avait comparé à mes tests. Marc Dupont était le père biologique des 2 enfants. Ce n'étaient pas mes enfants. Les mots résonnaient dans ma tête.
On a mis à jour le dossier avec cette info et programmé l'envoi aux parents de Julie, aux miens, à ses frères et sœurs, et même à tout son réseau sur Facebook et LinkedIn. Les mails et coursiers étaient calés pour 10 heures lundi, pile quand Julie serait notifiée au bureau. Il ne me restait qu'à survivre au week-end. Mon passé d'ingénieur m'a servi. En moins d'une heure, j'ai bricolé un petit dispositif à un minuteur avec un moteur et une pile qui vibre après un temps donné. Vendredi soir, après le départ de la jeune fille au père, je l'ai glissé sous l'oreiller de Sophie, réglé pour 6 heures. Samedi matin, pile à l'heure, Sophie s'est réveillée tôt et a couru dans notre chambre, coupant court à toute tentative d'intimité de Julie. J'ai souri, fier de ce sabotage simple. J'ai passé le reste de samedi à faire les corvées que Julie me reprochait depuis des mois. Quand elle a commenté combien j'avançais, j'ai haussé les épaules. Fallait les faire. Ce soir-là, quand elle a tenté de se rapprocher, j'ai fait semblant de dormir. Dimanche matin, le dispositif a encore fonctionné, bloquant toute tentative. L'après-midi, on a emmené les gosses au parc zoologique de Beauval. J'ai lutté tout le jour, fixant la femme que j'avais aimée et les enfants que je croyais miens. J'ai failli craquer plus d'une fois, me mordant la joue jusqu'au sang pour tenir. Mais j'ai survécu au week-end. Lundi matin, j'étais résolu. Je bosse de la maison aujourd'hui, ai-je dit à Julie. Faut que je discute avec la jeune fille au père. Elle m'a embrassé pour dire au revoir, et je l'ai à peine reconnue. Dès qu'elle est partie, j'ai vérifié l'heure 8h15. La jeune fille au père a frappé à la porte de mon bureau. J'emmène les enfants au centre aéré. Non, ai-je dit. Gardez-les à la maison aujourd'hui. Elle a paru surprise, mais n'a pas discuté. Lucas à bout d'aimer a fini par céder. Vers 9h, Léa est arrivée. Je l'ai laissée entrer et, pour la première fois, je lui ai fait un café. À 9h30, on a rejoint Laurence en visio. David, a commencé Laurence, c'est ta dernière chance de reculer. Je ne dis pas que tu devrais, mais si tu changes d'avis, c'est maintenant. Je n'ai pas hésité. Non. On y va. Laurence a hoché la tête. Je te vois de l'autre côté. Tout était prêt. Je me suis assis à mon bureau, rafraîchissant mes mets, attendant la confirmation que Julie avait été notifiée. À 10 heures précises, le premier mail est arrivé. 2 autres en minutes. Les colis livrés, les mails envoyés. Le monde de Julie allait imploser. Puis mon téléphone a sonné. Je m'attendais à Julie. Mais c'était ma mère. David, a-t-elle dit, la voix tremblante. Qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu le colis que j'ai envoyé? Oui. Alors tu sais, ai-je dit calmement. J'aime ces enfants autant que toi, a dit maman. Ce ne sont pas mes enfants, maman. Ma voix était plate, froide. Julie me trompe probablement depuis tout notre mariage avec son patron. Les gosses ne sont pas de moi. Je divorce. David, tu ne peux pas. Faut que je bosse. Je l'ai coupé. J'ai d'autres appels. J'ai raccroché avant qu'elle ne dise plus. Mon téléphone a ressonné aussitôt. Cette fois, Julie. Je n'ai pas décroché. 1 minute plus tard, son message vocal, faut qu'on parle. C'est tout avant de raccrocher. Elle arrive, ai-je dit à Léa. Je sors, a-t-elle proposé doucement. J'ai voulu lui demander de rester. Mon Dieu, je le voulais. Mais les mots ne venaient pas. J'ai juste hoché la tête. Appelle-moi, a-t-elle dit doucement en partant. 20 minutes plus tard, j'ai entendu la voiture de Julie dans l'allée. Elle n'a pas pris le garage. Elle était dans la maison en seconde, marchant droit dans mon bureau et s'asseyant en face comme pour une simple dispute conjugale. David, je. Pas intéressé, les yeux coupés. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. Je. Inintéressant, les yeux corrigés. En fait, je ne veux pas entendre un seul mot sortir de ta bouche. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour protester, mais je ne lui ai pas laissé la chance. Tu m'as menti 9 ans. Aucun de ces gosses n'est de moi. Tu m'as convaincu de faire une vasectomie pendant que tu prenais encore la pilule pour continuer à baiser Marc. Ses yeux se sont écarquillés au nom de Marc. Donc non, Julie, ai-je continué, la voix stable et glaciale. Je me fous de ce que tu as à dire. La carte de mon avocate est dans le colis que tu as reçu avec la notification.
Si tu as quelque chose que tu penses que je dois savoir, dis-le lui. Son visage s'est effondré, mais je n'avais pas fini. Et les enfants? A-t-elle murmuré. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Quels enfants? Ai-je rétorqué. Je n'ai pas d'enfants. Et si ça avait dépendu de toi, je n'en aurais jamais eu. J'aurais pu lui demander pourquoi, mais je ne voulais pas d'un autre mensonge. J'en avais fini avec ses excuses. Je voulais juste que ce soit fini. J'ai appelé la jeune fille au père. Elle était à portée d'oreille dans le couloir et est entrée. Vous êtes viré, ai-je dit platement. Faites vos valises et partez. Maintenant. Quoi? A-t-elle haleté. Pourquoi? Parce que vous avez couvert pour elle. J'ai pointé Julie. Vous saviez qu'elle avait une liaison avec son patron. Peut-être pas que les gosses n'étaient pas de moi, mais vous saviez ce qui se passait. J'ai des vidéos de vous parlant à Marc des enfants. Dehors. Julie a sauté. David, tu ne peux pas la virer, c'est moi qui paie son salaire. La jeune fille au père a regardé Julie comme une bouée. Ok, ai-je haussé les épaules. Mais j'ai déjà prévenu l'agence que vous étiez complice d'une liaison extra-conjugale. Si Julie veut vous garder, elle gérera salaire, charges, assurance au tout. Et bonne chance pour une autre famille. Les agences parlent. Vous ne travaillerez plus jamais comme au père. Le visage de la fille a blêmi. Elle a pris ses affaires et fui sans un mot. Fallait-il faire ça? A lancé Julie une fois la porte claquée. Tu parles encore. Je lui ai lancé un regard noir. Je t'ai dit que je ne voulais pas entendre. Son visage s'est tordu, mais je l'ai coupé. Ce que je veux, c'est que tu prennes tes affaires, tes gosses, et que tu quittes ma maison. C'est aussi ma maison, a-t-elle sifflé. J'ai ri amèrement. Selon les documents, non. Elle est au seul nom de David. Tant que les tribunaux n'en décident pas autrement au dehors. Ma voix a monté sur les derniers mots, et Julie a tressailli. C'est là que Lucas est entré. Maman? A-t-il dit d'une petite voix. Sophie est tombée. Le visage de Julie s'est effondré. Des larmes coulaient tandis qu'elle prenait Sophie, qui était entrée derrière son frère. Tu ne vas vraiment pas leur dire au revoir? A-t-elle demandé, la voix brisée. Pas comme ça, ai-je dit froidement. Ce n'est pas ma fille. Et il n'est pas mon fils. Emmène-les chez papa Marc et laisse-le gérer ses propres gosses. Ils n'ont rien à voir avec moi. Julie a sangloté, serrant Sophie tandis qu'elle se tournait pour partir. David. Dehors. Une minute plus tard, j'ai entendu la porte claquer et le moteur rugir. Elle était partie. Dès que la maison s'est tue, j'ai enfin expiré. Comme si j'avais retenu mon souffle des semaines. Je me suis affalé dans mon fauteuil, tremblant d'épuisement et de rage. Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir. J'ai sursauté quand des bras m'ont enlacé, mais en levant les yeux, c'était Léa. Elle m'a serré, et je me suis effondré au sanglotant sur son épaule comme un homme qui venait de tout perdre. Parce que c'était le cas. Il a fallu du temps pour me reprendre. Quand je l'ai fait, le poids de ce qui s'était passé m'a percuté comme un train. 9 ans. Mon mariage. Les gosses que je croyais miens. Partis. Je ne voulais pas affronter le monde. Mais Léa ne m'a pas laissé couler. Allons-y, a-t-elle dit, reprenant son mode direct. Laurence dit que Julie aura une ordonnance d'urgence pour réoccuper la maison dans 4 heures à cause des gosses et du domicile conjugal. Elle reviendra. Tu veux vraiment qu'elle te vire de ta propre maison? J'ai secoué la tête. Je n'avais pas l'énergie de me battre, mais je n'allais pas lui donner cette satisfaction. On a emballé vite vêtements, documents importants, essentiels. Léa a chargé dans sa voiture et la mienne. Premier arrêt, le bureau. Plus tard ce jour-là, Laurence a appelé avec une mise à jour. Julie avait obtenu une ordonnance d'urgence et une interdiction d'approche. J'étais désormais interdit de maison dans un rayon de 100 mètres. Si je devais récupérer quoi que ce soit, ce serait via son avocate et à mes frais. Et comme ça, je me suis retrouvé à vivre dans la chambre d'amis de Léa. Mes vêtements dans son placard. Mes documents importants rangés dans son bureau à domicile. C'était surréaliste. Une semaine a passé ainsi. Journée au travail. Soirée, on rentrait chez elle, dînait, et je m'écroulais dans la chambre d'amis. Léa ne poussait jamais.
Elle m'apportait le café le matin, faisait le petit-déj, et on faisait la route ensemble comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Nos interactions restaient sauf les câlins réconfortants quand je craquais. Les sourires étaient rares. L'air entre nous était lourd de tout ce qui s'était passé et de tout ce qu'on ne disait pas. Lundi matin, on a rencontré les avocats de la boîte de Julie et Marc. Je n'ai pas tout compris des détails légaux, mais apparemment, on avait déposé une demande si énorme que la boîte ne pouvait pas se permettre de transiger eux-mêmes avec l'assurance. Leur plafond était à 1 million d'euros, mais on demandait bien plus. Leurs avocats étaient froids et calculateurs, mais Laurence? Elle semblait ravie. Prochaine étape, a demandé leur chef. Laurence a souri. Action immédiate. Les termes étaient fixés, Marc Dupont serait licencié définitivement, privé de sa retraite, et Julie resterait en poste 3 ans avec 1,5 million d'euros de compensation. J'ai arrêté d'écouter après ça. L'argent n'était plus le but où il s'agissait de démanteler tout ce qu'elle avait bâti sur des mensonges. Finalement, ils ont accepté. Ma part a été réduite à 750 000 euros. Pas autant que je l'espérais, mais assez pour régler l'emprunt pension de la boîte et me laisser un coussin une fois le divorce finalisé. Paiement libéré après finalisation du divorce, a rappelé Laurence. Ils ont hoché la tête, et c'était réglé. Prochain arrêt, avocat de Marc Dupont. Réunion plus courte, plus froide. Je suis ressorti 500 000 euros plus riche. Assez pour effacer mes dettes et garder de la marge une fois la poussière retombée. Mais la dernière réunion du jour? Celle que je redoutais. Julie était là quand je suis entré, assise raide à côté de son avocat. Elle ne m'a même pas regardé. Laurence et Léa m'encadraient comme des boucliers, mais je n'avais plus besoin de protection. J'en avais fini de jouer les idiots. Les demandes financières dans la pétition de divorce sont déraisonnables, a commencé l'avocat de Julie, la voix suave et condescendante. Votre client est PDG et actionnaire majoritaire d'une société valorisée environ 20 millions d'euros. Sans compter les actifs supplémentaires, épargne, et... Laurence l'a coupé, glissant une pile de papier sur la table comme une reine posant la carte gagnante. Selon le contrat de mariage signé par les deux parties, la société n'est pas divisible au divorce, a-t-elle déclaré. Mon client a récemment investi massivement dans une autre entreprise, ce qui a épuisé son épargne, son père, et le capital de sa maison. Il a aussi emprunté au fonds de pension de la société, réduisant significativement son salaire. Il gagne désormais moins que votre cliente, et nous demanderons une pension intérimaire le temps qu'il stabilise ses finances. L'avocat de Julie a cligné des yeux, clairement déstabilisé. Et les enfants? Laurence n'a pas bronché. Les preuves ADN montrent qu'ils ne sont pas de lui. Votre cliente a falsifié les actes de naissance pour le nommer père. Nous poursuivons aussi pour l'avoir contraint à une stérilisation chirurgicale sous de faux prétextes. Silence total dans la pièce. Votre cliente peut accepter ces termes de divorce, a continué Laurence, la voix stable. Quitter le domicile conjugal et recevoir la moitié du compte joint, actuellement 9 443,15 €. L'avocat de Julie l'a regardé, attendant une réaction. Elle a enfin parlé, la voix à peine audible. David, s'il te plaît. Je ne l'ai pas regardé. 9 ans, ai-je dit, fixant le mur derrière elle. 9 ans de mensonges. Jour après jour. Il n'y a rien que tu puisses dire que je veuille entendre. Les lèvres de Julie ont tremblé, mais elle n'a pas discuté. Elle s'est tournée vers son avocat, a hoché légèrement la tête, et a signé les papiers. Je n'étais pas là quand elle a quitté la maison. Je ne voulais plus la voir. J'ai reçu une lettre de son avocat confirmant que l'interdiction d'approche était levée et que la maison était officiellement mienne. Mais y retourner était impossible. Les murs chuchotaient des rappels de trahison, chaque recoin était souillé. Je l'ai mise en vente. Les profits n'ont pas tout couvert, mais assez pour satisfaire la banque. 2 mois plus tard, je vivais encore dans la chambre d'amis de Léa. Ce qui avait commencé comme temporaire était devenu routine au travail le jour, dîner calme chez elle, nuit blanche à fixer le plafond. On n'en parlait jamais, mais ça planait dans l'air comme l'électricité avant l'orage. Julie avait emménagé chez ses parents. Malgré les preuves accablantes, il la soutenait aveuglément, refusant de me parler. Pas surpris. Certains préfèrent le déni à la vérité. Stéphanie, elle, avait promis de divorcer de Marc mais ne l'a jamais fait. Je n'ai pas demandé pourquoi.
Après avoir perdu son job et sa retraite, ils ont vendu leur maison et emménagé dans un petit appart. Il a retrouvé du boulot via ses contacts, mais à une fraction de son ancien salaire. Je ne savais pas si Julie et Stéphanie s'étaient recroisées. Je m'en fichais. J'étais à mon bureau un matin quand Léa a frappé et entré sans attendre. « Marc Dupont est mort », a-t-elle dit sans détour. Je me suis figé. « Quoi ?» Stéphanie l'a surpris avec Julie encore, a-t-elle expliqué, la voix calme, presque détachée. Elle lui a tiré dessus. Je me suis adossé, le choc me submergeant par vagues. Et puis, un lent sourire s'est dessiné. J'ai essayé de le réprimer, mais impossible. Eh bien, ai-je fini par dire, ça n'arrive qu'au meilleur. Léa a ri doucement. Je suis un monstre de m'en réjouir, ai-je demandé, à moitié sérieux. Pas du tout, a-t-elle répondu. Ce salaud a eu exactement ce qu'il méritait. Elle a sorti une enveloppe de son sac et l'a posée sur mon bureau. Ça vient d'arriver. Je savais ce que c'était avant de toucher. Je l'ai déchiré et parcouru le contenu. C'est fini, ai-je murmuré. Je suis enfin libre. Enfin, a fait écho Léa. Un instant, on s'est juste regardé. La tension entre nous, mijotant des mois, a enfin craqué. Elle s'est penchée et m'a embrassé d'abord doucement, puis plus profond, plus sûr. Ce n'était pas un baiser hésitant. C'était l'aboutissement de tout ce qu'on avait traversé, de tout ce qu'on n'avait pas dit. Quand elle s'est reculée, j'étais essoufflé. Pendant 9 ans, a-t-elle dit doucement, les yeux dans les miens, j'ai été à tes côtés. Tu es l'homme le plus honorable que je connaisse. Tu n'as jamais franchi la ligne, jamais fait un geste, et je t'admirais pour ça. Mais j'attendais ce moment. Maintenant que tu es libre, je veux te montrer que toutes les femmes ne sont pas comme elle. Elle a pris ma main, son contact chaleureux et familier. On fait une super équipe, David. Je te connais mieux que quiconque comme une épouse connaît son mari. Et tu me connais aussi. Donne-moi une chance de le prouver. Je n'avais pas besoin de réfléchir. La vérité était déjà là, ancrée dans ma poitrine. J'étais tombé amoureux d'elle bien avant que la trahison de Julie n'éclate. Je ne l'avais juste pas admis jusqu'à maintenant. Elle a hésité, scrutant mon visage pour une réponse. « Tu as quelque chose à dire ?» a-t-elle demandé, la voix plus douce, vulnérable. J'ai souri, plus léger qu'en année. « Combien ?» ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, perdue. « Combien de quoi ?» J'ai serré sa main doucement. « Combien d'enfants on devrait avoir ?» Partagez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que le désir de vengeance de votre mari soit justifié ou excessif? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.